Et nous accueille avec plaisir Rémi Tel. Alors, on vient de parler sur un mode légèrement parodique et peut-être un peu farfelu de Poutine et de ses autres œuvres. Rémi Tel, vous vouliez justement aborder la question Poutine, car vous m'avez dit l'autre jour, peut-être que Poutine n'est pas si gentil que ça finalement. Oui, bonjour Richard, bonjour à tous. Ce matin, en effet, je vous propose une question en forme d'examen de conscience. Nous sommes-nous montrés excessivement complaisants vis-à-vis de la Russie? Dit plus simplement, avons-nous été dupés par Vladimir Poutine, nous qui nous revendiquons patriotes et pro-paix, 9 mois après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui espérait régler le conflit russo-ukrainien en 24 heures, celui-ci fait toujours rage. Malgré les garanties reçues et données, Moscou continue aussi son avancée vers l'ouest, bien au-delà des oblasts initialement revendiqués. C'est-à-dire, le Kremlin multiplie les violations de territoire en Europe, ce qui devrait logiquement faire bondir les souverainistes. Dimanche 7 septembre, un hélicoptère russe pénétrait ainsi illégalement l'espace aérien estonien. Avant-hier, 19 incursions de drones ont eu lieu en Pologne, paralysant le trafic commercial une bonne partie de la journée. Quoi joue donc M. Poutine, qui présente son pays comme la victime d'une agression sourde de l'OTAN? Fin août, le président américain déclarait à son sujet: toutes les conversations que j'ai avec lui, avec Poutine, sont de bonnes conversations. Malheureusement, le jour suivant, une bombe est lâchée sur Kiev ou ailleurs. Rappelons quand même, Richard, que l'opération lancée par Moscou en mars 2022 aurait causé la mort de près de 300 000 personnes et fait plus d'1 million de blessés. Titre personnel, je considère que les nations attaquées, même indirectement, ont le droit de se défendre, raison pour laquelle j'ai assez tôt pris le parti de Moscou sur ce dossier. Sauf que dans les faits, on observe aussi que beaucoup de soutien chez nous à la politique de Vladimir Poutine sont aussi ceux qui hurlent au génocide à Gaza et en appellent au respect du droit international. Étrange paradoxe qui rend finalement assez suspect leur militantisme pro-Kremlin. Quoi qu'il en soit, beaucoup d'entre nous ont peut-être cru trop vite que la propagande n'existait que chez les autres. Nous avons peut-être, nous aussi, traité cette affaire avec un certain hémiplégisme, si l'avenir le confirmait, par avance, mea culpa. Alors, je crois que sur Radio Courtoisie, il y a eu des expressions d'opinion très différentes et que tout le monde n'a pas pris les patins de Poutine ou de Zelensky et où beaucoup surtout ont essayé de prendre les patins de la France et de se dire que sans être victime ni de la propagande ukrainienne, ni de la propagande russe, ni de la propagande otanienne, ni de la propagande européenne, ni de la propagande états-unienne, il y avait tout simplement un intérêt français à défendre. Je rappelle, mais c'est quasiment annexe, qu'il y a eu une émission de sur la bande dessinée Planche Casse-Zébul qui était consacrée aux bandes dessinées de propagande russe destinées à présenter les Ukrainiens comme d'affreux Jojo, et qui est remarquable série de bandes dessinées découverte par Christophe Seec sur un blog français. Long détour pour vous dire que votre mea culpa est effectivement intéressant, car on a tous été surpris par cette agression. Moi, je me souviens surtout qu'avant que l'agression n'ait lieu, ou plutôt que la guerre ne soit déclarée, parce que voilà, on va laisser tomber ces termes d'agression et d'opération spéciale, avant que cette guerre ne soit déclarée, beaucoup d'observateurs, des plus intelligents, considéraient que jamais Poutine ne se mettrait dans le mauvais pas d'une guerre qui allait ruiner sa position internationale. Et puis cette guerre est arrivée, cette guerre a duré. Les uns expliquaient qu'en 6 mois ce serait fini. Poutine avait l'air d'expliquer qu'en 2 semaines ce serait plié. Voilà, 3 ans plus tard, on y est encore. La guerre a changé de visage. On assiste aujourd'hui à une nouvelle forme de guerre menée par drone. On a vu la résurrection du chemin de fer comme étant un outil stratégique. On avait en fait, autrement dit, c'est 14-18 en 2023-2024. Et là, depuis 2025, c'est autre chose. Voilà, une guerre par drone philo-guidé à 30 km, personne ne sort et les drones pleuvent de part et d'autre. Et il y a surtout, en fait, ce côté fascinant d'un Poutine dont on nous a dit d'abord qu'il était un génie, ensuite qu'il était un crétin, ensuite qu'il était isolé, et qui, depuis la réunion de Tianjin, a l'air, en fait, d'avoir déjoué une fois de plus une partie des pronostics. Est-ce que cette guerre de la Russie contre l'Ukraine n'est pas d'abord
évidemment le résultat de l'action des États-Unis contre la Russie, action qui a été théorisée depuis les années 1980 dans des textes qui sont en accès libre. Et donc, autrement dit, on n'est pas en train de développer une théorie complotiste. Donc, on est la manière dont les États-Unis voulaient pousser la Russie dans ses retranchements, une fois plus théorisée depuis les années 80. Et il y avait aussi peut-être une certaine forme d'hubris de la part des États-Unis et du clan européiste, qui est évidemment le clan atlantiste, de la part de cette OTAN, qui était de considérer que le reste du monde allait forcément se ranger sous l'impérium américain. Parce que depuis Tianjin, on se rend compte que la principale leçon, d'une certaine manière, de cette guerre de la Russie contre l'Ukraine, c'est que la Russie, à défaut d'avoir conquis une quelconque place en Occident, et même ayant perdu tout le crédit que Poutine avait longuement construit, et dorénavant appuyé sur tout le reste du monde. Et tout le reste du monde, les gens s'en rendent compte, c'est la moitié de la population mondiale. Et donc, c'est pas du tout quelque chose de vain. En fait, la véritable leçon du conflit ukrainien, c'est que le monde n'existe plus autour de cette vieille notion du monde libre née dans les années 50. Nous apprenons à voir le monde en gris. Et en fait, le sens de cette intervention, j'espère en tout cas, c'est de savoir si on a su nous-mêmes voir le monde en gris. Et vous avez bien compris que c'était pas d'ailleurs évidemment, je me permettrai pas, une attaque contre Radio Ah Courtoisie, non, mais non, l'observation. j'étais très tranquille. Non, non, bien sûr, mais je sais bien. Mais une observation d'avoir parfois, y compris sur des médias alternatifs, même alimenté d'ailleurs d'une certaine façon moi-même l'idée que euh, le régime, bon, il y avait une forme de nouvel axe du mal, si vous voulez, qui n'était pas l'axe de George Bush, mais qui était un axe qui allait de Washington jusqu'à Kiev, avec d'un côté des nationalistes ukrainiens qui étaient tous complètement radicalisés et inconscients de l'histoire de leur propre patrie, et de l'autre, un pays qui, tant bien que mal, après 20 ans d'une patience légendaire, était contrainte à intervenir pour sauver les citoyens russophones présents sur le territoire d'Ukraine, citoyens russophones malmenés singulièrement depuis 2014. Entre 2014 et 2022, on a à peu près 15 000 morts civiles parmi les Ukrainiens russophones, directement bombardés par le gouvernement de Kiev. Donc, tout ça, il y avait une part de réalité, mais je pense que dans un certain nombre de médias alternatifs, on a eu une position un peu maximaliste, et moi, je revendique, j'admets peut-être avoir été aussi porteur de cette position, parce que j'y croyais moi-même, pensant que Zelensky, chaque matin, allait demander grâce à Poutine. Enfin, je ne citerai pas de nom, mais vous trouvez des médias alternatifs que je connais bien, sur lesquels on explique ça depuis quasiment 2022, ce qui de toute évidence s'est avéré faux. Et donc, il y a eu cette dimension aussi de sélection, de biais cognitifs, et d'une certaine façon de matraquage face à une réalité, effectivement, que nous avons découverte complexe, puisque on nous a présenté quelque chose de très manichéen, à savoir que Poutine était seul responsable de la situation en Ukraine, à savoir qu'il était isolé, à savoir que l'armée russe n'allait pas tenir, et on s'est rendu compte effectivement très vite que tout ça relevait d'une forme de manipulation de l'opinion. Mais plutôt que d'apporter un contrepoint honnête, en réalité, je crois que beaucoup d'entre nous ont péché par une forme de trait d'époque en réalité, à savoir de cette espèce de montée aux extrêmes dont parlait René Girard. Pardon, c'est une réponse un petit peu confuse. Non, mais Euh, mes questions font 3 kilomètres, donc n'hésitez pas. voilà, non, non, mais j'ai terminé cette réponse-là. Le- cette montée aux extrêmes, on voit bien en fait qu'il y a quelque chose qui est en miroir. C'est-à-dire que le camp pro-russe a évidemment mis tout l'accent sur l'action des Américains, la mauvaise foi
de l'Union européenne, qui nous expliquait que il était hors de question qu'on achète du pétrole russe, mais qui était capable d'acheter du pétrole azerbaïdjanais. Donc autrement dit qu'il y avait un pétrole qui était rempli de sang, pendant que l'autre pétrole, tout aussi sanglant, était mystérieusement pur. Sur les sanctions qui allaient mettre l'économie russe à genoux en 6 mois, on se rappelle des prédictions admirables de Bruno Le Maire, et évidemment ça ne fonctionnait pas. Bref, autrement dit, il y avait d'un côté une propagande délirante, et on a effectivement eu envie d'aller de l'autre côté de la propagande et d'expliquer que pas du tout, et qu'en fait Zelensky n'était qu'un misérable comédien qui avait des sketchs pitoyables, qu'il était corrompu comme tous les Ukrainiens. Tout ça n'étant pas forcément inexact, mais on n'a pas voulu voir, chez certains en tout cas, que Zelensky s'était transformé en chef de guerre, et en tout cas que ça avait l'air de marcher. Et en même temps, au fur et à mesure, on se retrouve avec des prises de position qui sont toujours outrées, et où à chaque fois le fait de dire oui mais paraît faire en sorte qu'on appartient à un camp plutôt qu'à un autre. On n'a pas le droit de dire il est évident que c'est Poutine l'agresseur, quand bien même les États-Unis les y ont poussés, sans être immédiatement traité d'Atlantis. On n'a pas le droit de dire bien sûr Zelensky est un chef de guerre, mais malgré tout il a supprimé les 3/4 des libertés publiques en Ukraine, et donc il a une conception légèrement dictatoriale du pouvoir, sans être immédiatement traité de poutinolâtre. Mais y compris d'ailleurs, et c'est ça qui est le plus stupéfiant, par les chefs d'État eux-mêmes. Voilà, Emmanuel Macron au premier chef, qui ne supporte pas qu'on ne soit pas exactement aligné sur son propre récit des événements. C'est ça qui me fascine, c'est que d'habitude les journaux se déchaînent, et qu'on attend du pouvoir une position diplomatique intelligente, et que là pas du tout. C'est les pouvoirs qui, chacun dans leur pays, poussent à la roue, alors que les pouvoirs en place en Ukraine et en Russie soient évidemment très accrochés à leur manière de voir, et à expliquer à quel point ils sont légitimes dans toutes les actions qu'ils ont accomplies depuis des décennies, ça se comprend, que la France au premier chef, l'Angleterre ensuite, soit capable d'expliquer que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que dit Emmanuel Macron, Keir Starmer et ses prédécesseurs sont forcément des valets de la Russie, c'est absolument surprenant. Oui, il me semble qu'aujourd'hui, une position équilibrée serait de dire qu'effectivement, la Russie a plutôt subi, dans un premier temps, la poussée à l'est de l'OTAN, et qu'elle n'a pas démarré la guerre, mais qu'elle refuse de la conclure. Voilà. Et qu'aujourd'hui, très clairement, la balle se trouve dans le camp de la Russie. Si les États-Unis demandaient à l'Ukraine d'arrêter de se battre, et ça a été demandé en coulisses, on le sait, en 15 jours, l'affaire serait réglée. Volodymyr Zelensky a exprimé sa volonté de rencontrer Vladimir Poutine pour négocier. Surtout, les revendications, les buts de guerre initiaux de la Russie ont été atteints, à savoir un certain nombre d'échanges territoriaux qui auront lieu, et l'administration américaine l'a confirmé, et la garantie d'une neutralité stratégique pour l'Ukraine. Donc, d'une certaine façon, la guerre est gagnée pour la Russie, qui obtient enfin une neutralisation, au sens le plus diplomatique du terme, d'un voisin stratégique très, très courtisé, on va dire, par les États-Unis depuis de nombreuses années, l'Ukraine. Et effectivement, vous l'avez dit, ça a été théorisé dans le grand échiquier, tout ça. Enfin, ça correspond à une vision de long terme de la part des stratèges américains, qui, contrairement aux Français, réfléchissent un petit peu à longue vue sur l'avenir sur l'avenir de leur pays. Mais aujourd'hui, très clairement, si la guerre se poursuit, il me semble que c'est le résultat d'une forme de politique jusqu'au-boutiste qui a été décidée à Moscou. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce que, euh, blessés comme ils l'ont été, et on pourrait le comprendre, par 4 années, 3 années de discours euh, clairement russophobes. Enfin, on rappelle par exemple que les avoirs russes, de civils russes, ont été non seulement confisqués, mais ils ont été réorientés. Enfin, ça s'appelle du vol manifeste. Dans l'histoire, y compris dans l'histoire de la guerre moderne, c'est une première. Euh, vous vous souvenez des discours particulièrement hostiles à l'endroit de gens qui n'avaient absolument rien fait, et qui n'étaient pas d'ailleurs spécialement poutinistes, mais dont le seul tort était d'être
citoyen de la Fédération de Russie. Donc, est-ce que cette Russie particulièrement blessée finalement, dans une forme de fuite en avant psychologique, refuse de mettre fin au conflit, ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu dans la stratégie de Vladimir Poutine? Et est-ce que ce rêve d'une grande Russie qui avait été dépeint sur des chaînes, là pour le coup, très propagandistes pro-ukrainiennes comme LCI pendant des années, est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment un fantasme journalistique? Ou est-ce que ça correspond à une forme de réalité? Et effectivement, l'incursion là de drones russes dans l'espace aérien polonais, toute la journée, paralysant le trafic, pose un certain nombre de questions parce que ces violations territoriales ne surviennent pas n'importe où. Elles surviennent dans des régions qui étaient autrefois sous contrôle russe. Et il y a eu cette phrase qu'on a citée pendant des années de Vladimir Poutine qui disait quiconque ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur, mais quiconque souhaite son retour n'a pas de cerveau. Mais on se demande si cette position n'a pas évolué quand même un petit peu au fil du temps et si, peut-être par opportunisme, peut-être par effet d'aubaine, aujourd'hui, Vladimir Poutine n'entend pas aller beaucoup plus loin que les buts de guerre affichés en 2022. En tout cas, ce qui est certain, c'est que contrairement à ce que beaucoup ont dit, j'en faisais partie à nouveau, donc mea culpa, la Russie n'est pas une puissance aujourd'hui orientée vers la paix et vers la stabilisation du monde. Ça, c'est très clair. Alors, la Russie ne l'est pas, mais est-ce que pour autant, il y a en face d'elle des gens qui le sont? Alors, on a vu que Donald Trump, en fait, déteste la guerre, moins pour des raisons philosophiques que parce que pour lui, la guerre est une mauvaise manière de faire des affaires, et que quand bien même ça permet de vendre des armes, ça désorganise un peu tout le reste. Mais il y a en Europe un camp, donc regroupé sous le nom de coalition des volontaires. À la tête de cette coalition, Emmanuel Macron s'est juché. Et il faut lui reconnaître d'ailleurs qu'il a réussi à faire exister la France et d'une certaine manière l'Union européenne dans un jeu mondial où les grands protagonistes que sont la Russie et les États-Unis avaient décidé de traiter l'Europe et la France comme une quantité absolument négligeable. Là, et une fois de plus, est-ce que c'est l'intérêt de la France à défaut que ce soit évidemment l'intérêt de Macron? Macron a réussi à faire exister l'Union européenne et fait en sorte, selon les Russes, de faire échouer les efforts de paix. Selon les Américains, ben, on ne sait pas trop, ils observent une position prudente, quels que soient les énervements qu'Emmanuel Macron est capable de susciter à l'étranger. Et selon l'Union européenne, effectivement, Emmanuel Macron a réussi, alors peut-être aussi s'est-il arrogé enfin, s'est-il plutôt attribué les mérites des autres et a-t-il, comme il en avait, paraît-il, l'habitude lorsqu'il était banquier, c'est-à-dire il expliquait à la machine à café qu'un deal admirable avait été conclu et c'était censé, les interlocuteurs comprenaient que c'était lui qui était à manœuvre alors qu'en fait il parlait de ce qui se passait dans le bureau d'à côté. Peut-être Emmanuel Macron s'est-il attribué des mérites diplomatiques qui ne sont pas exactement les siens, mais nous voilà en tout cas avec une Europe qu'on disait éliminée du jeu et qui en fait existe. Est-ce que c'est un point intéressant? Est-ce que véritablement c'est l'Europe qui est devenue va-t-en-guerre à côté de la Russie? Est-ce que l'Europe devient un obstacle à la paix? Est-ce que Zelensky est embarrassé par un allié qu'il pousse à continuer le combat? De toute évidence, l'Europe n'a pas d'intérêt, elle non plus, immédiat à la paix. Les chiffres sont tombés hier ou avant-hier. L'Ukraine commande pour 900 milliards d'armements chaque année à l'Union européenne, et surtout dans un contexte de très forte division interne. C'est vrai en Allemagne, c'est vrai en France, c'est vrai au Royaume-Uni, même si le Royaume-Uni fait plus partie officiellement de l'Union européenne, mais enfin, il a quand même été un peu la tête de pont des États-Unis sur le continent européen au sens large, dans cette stratégie guerrière, euh, va permettre surtout d'orienter, si vous voulez, les regards vers l'extérieur et de faire oublier les soucis internes. Ça, c'est une vieille stratégie politique. Quand on a des problèmes chez soi, on déclenche une guerre avec l'étranger, et puis ça permet d'absoudre, si vous voulez, tous vos péchés, les péchés que vous reproche le peuple. Donc, il y a un intérêt politique et un intérêt peut-être même économique
à l'Europe, en tout cas pour un certain nombre de hiérarques européens, à poursuivre cette guerre. En revanche, il semble quand même que le mastodonte américain, aujourd'hui demandeur de paix et surtout garant des conditions de la paix, c'est-à-dire la neutralité stratégique de l'Ukraine, devrait suffire, en tout cas, à la Fédération de Russie. Et on pourrait même se demander, si vous voulez, si d'une certaine façon Emmanuel Macron n'est pas devenu l'idiot utile du Kremlin. C'est-à-dire que le Kremlin, souhaitant poursuivre la guerre, se trouve parfaitement satisfait de croiser sur sa route Emmanuel Macron, qui, avec ses petits bras, essaie de pousser à l'affrontement, quand bien même nous n'en avons pas encore les moyens. Parce que si les lois de programmation militaire, incontestablement, vont mettre la France au niveau de puissance militaire respectable, ça va mettre encore 10 ans avant que tout cela n'arrive. Et aujourd'hui, on en est encore au stade de cette fameuse armée échantillonnaire, à savoir qu'on sait faire beaucoup de choses. Il y a des, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des savoir-faire, oui, des maîtrises absolument, des talents uniques dans l'armée française. Sauf que, faute de crédit et faute d'investissement depuis les années 90, eh ben, on n'a pas de volume. Donc en réalité, on sait tout faire, mais on ne sait pas le faire très longtemps. Et aujourd'hui, on en est encore à ce stade-là. Donc, je ne crois pas que la Russie envisage l'Europe en soi comme une menace militaire, mais peut-être qu'au fond, elle utilise aujourd'hui la panique des dirigeants européens et donc l'instrumentalisation qu'ils font du conflit en Ukraine pour justifier de continuer la guerre. Alors, on voit bien que donc il y a un intérêt de Macron, il y a un intérêt de l'Union européenne, et Poutine, lui, a l'air de considérer que ce qui est important maintenant, c'est de maintenir cette pression sur le front ukrainien, et donc de faire en sorte qu'on ait, il y a un climat de guerre perpétuel qui soit installé. En poursuivant des discussions et en attendant en fait vraisemblablement que les États-Unis forcent Zelensky à accepter une paix qui sera mise devant les va-t-en-guerre européens comme étant un fait incontournable. Et que par ailleurs, il cherche aussi à nouer des relations profitables avec le reste du monde pour achever de sortir d'un ordre américain, voilà, le système SWIFT, qui est le système des échanges bancaires internationaux, et le marché de l'énergie, etc. Donc il y a une espèce de front militaire qui est ouvert du côté de l'Europe de l'Ouest, et il y a un front économique qui, lui, est ouvert avec le reste du monde, et sur lequel Poutine a l'air de comment dire, d'évoluer d'une manière favorable aux intérêts de la Russie, sachant évidemment que sans la Chine, la Russie paraît très bien faible. Rappelez-vous, Richard, que Donald Trump a menacé à plusieurs reprises, après avoir donné des ultimatums à la Russie, d'augmenter considérablement, je crois que c'était même de l'ordre de 100%, les tarifs entre les deux pays et de déclencher une guerre commerciale préjudiciable à la Russie. Il se trouve que, en dépit des circonvolutions d'Anchorage en Alaska, les demandes de Donald Trump n'ont pas été satisfaites. Les ultimatums ont été dépassés, mais les sanctions n'ont pas été prises. Et effectivement, on peut peut-être comprendre ça à la lumière d'une crainte de la part de l'administration américaine de voir la Russie se jeter dans les bras de la Chine, pour dire les choses très, très franchement. La coopération a été quand même beaucoup renforcée depuis 2022. Poutine a passé 4 jours au sommet de l'OSCE, là, ça devait être la semaine dernière, ce qui, dans l'agenda du président russe, est assez inédit parce qu'en règle générale, il reste très peu à l'extérieur de chez lui et très peu au même endroit. Donc ça en dit long aussi sur le basculement du centre de gravité, d'une certaine façon, du monde vers l'Asie. Mais à nouveau, est-ce que Donald Trump, pensant qu'en ménageant Vladimir Poutine,
Il va, au fond, éviter la consolidation de l'alliance entre la Russie et la Chine. Est-ce que ce n'est pas aussi une forme de pari naïf, du même ordre que celui qu'on a été un certain nombre à faire en se disant le jour où l'administration américaine change, alors la guerre en Ukraine cessera en l'espace de 24 heures. C'est ce que disait Donald Trump. Il a été démenti par la suite des événements. Peut-être devra-t-il faire face à la fois à une alliance très, très, très solide entre la Russie et la Chine, et en même temps à une sorte d'autonomisation de plus en plus grande de la Russie dans le jeu des puissances, y compris sur le plan militaire. Et à nouveau, au-delà à la fois de ses engagements initiaux et au-delà de ce qui est tolérable aussi du point de vue français, à nouveau, ces incursions territoriales chez nos voisins, un certain nombre de provocations. Je ne veux pas revenir sur la question des ingérences, mais s'il est très clair que c'est pas les Russes à chaque fois, on voit aussi des événements qui parfois peuvent surprendre et qui peuvent laisser penser qu'il y a un certain nombre de services étrangers derrière, et pourquoi pas la Russie. Donc évidemment, si tout ça continue, à un moment, la France aura légitimement un problème avec la Fédération de Russie et sera fondée à nouveau à prendre des mesures de rétorsion. Alors, ces mesures de rétorsion, il nous reste quelques minutes. Quelles pourraient être, à votre avis? Quelles pourraient-elles être? Honnêtement, honnêtement, on doit en être au 19e paquet de sanctions. L'enjeu, je crois, à nouveau, c'est d'aller vers la paix. Euh, et, et si, euh, et si la Russie acceptait de revenir à la raison et donc de conclure la paix au moyen d'une levée des sanctions contre elle, à titre personnel, je trouve que ce serait une excellente nouvelle. Euh, Parce que si certains industriels ont tout intérêt à la poursuite de la guerre en Ukraine, les peuples européens, eux, économiquement, ont aussi énormément souffert de ces sanctions qui sont en réalité des autosanctions. Donc, a priori, peut-être que c'est pas exactement le moment de le faire, mais ça pourrait être une forme de monnaie d'échange, de dire, voilà, mettons-nous à la table des négociations, en contrepartie de quoi, dans l'attente d'une conclusion du conflit en Ukraine, sont levées les sanctions prononcées par l'Union européenne contre la Russie. Donc ça me semble pas, pour le coup, incompatible, voire même, ça peut être un levier aujourd'hui de négociation vis-à-vis de Vladimir Poutine. Donc il me semble pas qu'il faille ajouter, si vous voulez, de sanctions supplémentaires ou se diriger comme le souhaite la Commission européenne vers un 19e ou un 20e paquet de sanctions contre Moscou. Il ne faut pas se diriger, mais malgré tout, on a l'impression voilà, que ça fait partie de la marche voulue par les Européens pour maintenir une pression sur la Russie. Et après tout, les partisans de la paix peuvent considérer que même si l'Union européenne a l'air de considérer que les sanctions sont un instrument miraculeux, alors que historiquement et depuis plus d'un siècle qu'elles existent, on se rend compte qu'elles ne sont pas si efficaces que ça et qu'elles font parfois autant de mal aux pays qui les proclament qu'à ceux qui en sont les victimes. Voilà. Et le fait de maintenir une pression diplomatique sur la Russie pour aboutir à la paix ne paraît pas être hors de sens. Ce qui est toujours gênant d'une certaine manière, c'est de voir le décalage qu'il y a entre des actions qui paraissent pertinentes et le discours qui les accompagne, et donc, avec cette grandiloquence et ce recours aux valeurs permanents. Et il nous reste 30 secondes, Rémy Tel, juste un mot de la fin sur ce mea culpa admirable que vous faites. Et... Non, mais la Russie doit montrer qu'elle a été à la hauteur de son engagement initial, c'est-à-dire d'une force qui souhaite la stabilité du monde, qui souhaite construire son avenir dans un monde multipolaire, et pas d'une puissance de déstabilisation et d'agression. Et donc la balle est dans son camp aujourd'hui, parce que après le retour de Trump à la Maison-Blanche, les garanties qui étaient demandées par le Kremlin sont à portée de main, et donc il n'y a plus aucune raison de poursuivre le conflit en Ukraine avec son lot quotidien de sang versé. On doit avoir 3000 morts, enfin, ou plusieurs centaines de morts chaque jour et des milliers de blessés sur le terrain.
Merci beaucoup, Rémi Tell. Et dans un Merci. instant, ce sera Jérémy Combe qui nous parlera de savoir-vivre, justement. C'est presque ironique.